Je suis atteint d'une rétinopathie pigmentaire. Alors, je suis atteint d'une anéridie congénitale qui est une altération du gène PAX6. Je m'occupe des cancers des yeux. Alors c'est une myopie évolutive. Je suis orthoptiste depuis plus de 10 ans. Je souffre d'une anéridie congénitale. Alors j'ai une pathologie inconnue, j'ai une maladie rare de la rétine. Je suis un gros point d'interrogation médical, on cherche, et mes amis me disent souvent que mon angle mort, il se trouve devant. J'ai un glaucome congénital qui a été détecté à l'âge de 3 ans. En un mot commençant, je suis devenu aveugle. Au quotidien, la difficulté principale, ça va être la porte, la prochaine ou le prochain tabouret dans lequel je vais me prendre les pieds. Les difficultés aussi, elles sont d'ordre administratif. L'accessibilité numérique est un vrai problème aujourd'hui parce que le numérique devient de plus en plus incontournable. Alors c'est vrai que quand même, faut pas se la raconter, il y a quand même des difficultés. Je vois encore un peu la lumière et quelques formes. Avant, j'avais la canne. Et avant la canne, j'avais rien. Sauf que je me cognais parfois. Dans le service au 15-20, on a vraiment cette volonté-là de travailler à s'acharner, à maintenir le plus de vision possible et donc la qualité de vie. Handicap, c'est comme une chape de plomb qu'on va poser du coup sur la vie et la capacité de la personne. C'est sûr, on ne change pas leur vie, mais on leur redonne le sourire, on leur redonne des possibilités dans la vie de tous les jours, et ça, c'est beau. La perte de vision ou pas de vision du tout peut être tout à fait compatible avec une vie heureuse et épanouie et plein de choses à faire. Mais ce qu'il faut pouvoir comprendre, c'est qu'on va faire autrement. La réadaptation, c'est quelque chose qui ouvre des horizons, qui permet d'accepter le handicap, qui permet de rester autonome et donc de comprendre que la vie continue. Il y a toujours des listes d'attente énormes pour bénéficier d'une adaptation. Ce que tu perds, tu ne peux rien faire contre. Par contre, toi, tu peux jouer sur ce que tu vas gagner. Aujourd'hui, je vois moins bien, mais je vis mieux parce que j'ai appris à m'adapter. Le reste de vision que j'ai, je veux le préserver. Pour les patients, moi, je rêve de voir la recherche continuer à grandir. Ça peut paraître paradoxal, mais d'être un peu actif par rapport à ce qui m'arrive, d'être donc dans ce protocole de recherche où effectivement j'apporte ce que j'ai, à savoir du temps et de la disponibilité. Oui, c'est le plaisir à l'extrême. Oui, le plaisir que j'ai eu de participer au protocole dans lequel j'ai été, de me retrouver avec des gens motivés. Et c'est vraiment le sentiment que j'en ai. Je rêve alors de trouver un accompagnement, ça on travaille dessus, mais la recherche c'est quand même primordial. On fonctionne en équipe. On ne fait pas d'annonce d'une maladie de ce type-là tout seul, dans un coin. En tant que professionnel, je pense que ce qui est important, c'est d'être une équipe soudée et de pouvoir proposer des conseils et un accompagnement à plusieurs à un patient. Pour nous, médecins, qu'on n'oublie pas qu'on traite des humains derrière des yeux. C'est que systématiquement, j'ai l'impression que la prochaine marche que je vais descendre, c'est pas nécessairement la dernière. Aujourd'hui, on écoute la voix du patient, on le met au centre de notre attention et de notre prise en charge, que certains appelleraient prise en soin et non plus prise en charge. Et sache que ce n'est pas parce que tu es aveugle qu'il y a quoi que ce soit d'impossible. Rien n'est impossible, même quand on perd la vision. Tout dans la vue ne se résume pas, tout dans la vie ne se résume pas à la vue. L'avenir est totalement ouvert. On y va. Allez. La table est là. Voilà, la table. Attention. Voilà, Timothée. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette première édition de la soirée des visionnaires. Je m'appelle Elisabeth Quint, je suis journaliste sur la chaîne de télévision Arte et je suis atteinte d'un double glaucome plutôt avancé. Je suis suivie et admirablement soignée à l'hôpital des 15-20, ce qui fait que non seulement je suis honorée de présenter cette soirée, mais je suis très motivée
pour la présenter. La première soirée des visionnaires, au cours de laquelle nous allons évoquer les maladies de la vision, mais aussi les espoirs que suscite et que promet la recherche, et puis aussi les innovations sociales dans la prise en charge du handicap visuel. Alors, c'est une soirée au cours de laquelle il y aura des interventions. Elles seront le plus synthétiques mais passionnantes possible pour vous permettre, après cette soirée, d'échanger lors du cocktail. Je suis également très honorée d'être accompagnée par cette personne qui est un jeune dieu du stade. Il est ravi, il a raison, il s'appelle Timothée Adolphe. Il est athlète paralympique. Il va participer aux prochains Jeux paralympiques en septembre, août et septembre prochains, donc à Paris en 2024. Champion du monde 400 mètres de sprint, 20 fois champion de France. Vous pouvez l'applaudir. 6 fois, merci pour lui, 6 fois champion d'Europe. Et il est accompagné par un chien guide certifié AOP quasiment, le jeune Japlou qui ne jappe jamais. Timothée Adolphe. Quelle flatteuse. Oui. Merci Elisabeth. Merci Elisabeth, merci à tous. En tant que parrain de l'Institut Saint-Louis, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Et j'ai plus à me présenter puisque Elisabeth déjà a quasiment tout dit. Donc voilà, on va pouvoir commencer cette belle soirée tous ensemble. Absolument, avec Jacques Clou qui veille, regardez la merveille. Alors, l'hôpital national des 15-20, vous le savez, c'est le seul hôpital intégralement dédié à la vision en France. Ça en fait véritablement un hôpital, un trésor dans l'écosystème hospitalier français. Et nous allons accueillir un autre trésor, si je puis me permettre, son directeur Nicolas Péju. Bonsoir Nicolas Péju. Alors vous êtes également, je le précise, président de la fondation 15-20 pour la vision. Une question qui s'impose, pourquoi avoir créé cette fondation ? Bonsoir Elisabeth, bonsoir Timothée. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, je voudrais vous dire à toutes et à tous un très grand merci. Merci pour votre présence ce soir. C'est un moment important pour nous. Et je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris ce temps de passer avec nous cette première soirée des visionnaires. Alors, pour répondre à votre question, Elisabeth, c'est assez simple. Nous avons créé cette fondation pour 2 raisons principales. Nous nous sommes lancés dans cette aventure d'abord pour structurer, pour développer, pour amplifier notre stratégie de recours au mécénat en nous dotant d'un outil adapté pour développer cette stratégie de recours au mécénat. En fait, la philanthropie, elle fait un peu partie de notre histoire au 15-20 depuis bien longtemps. Depuis nos origines. Oui. Les 15-20, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, 15-20 fondés il y a plus de 700 ans maintenant par Saint-Louis. Mais tout au long de notre histoire, depuis cette origine jusqu'à nos jours, nous avons bénéficié de legs, de dons qui ont aidé l'hôpital, enfin l'institution, les 15-20, qui n'était pas encore un hôpital, à se développer, à développer ses activités, à vivre tout simplement. Aujourd'hui, nous avons voulu créer cette fondation 15-20 pour la vision, qui est une fondation hospitalière, parce que nous sommes convaincus que nous sommes dans un moment particulier. C'est vraiment la deuxième raison qui nous a conduit à créer cette fondation, c'est que les progrès de la science, les progrès technologiques nous laissent augurer aujourd'hui des avancées très significatives dans la prise en charge des pathologies de la vision. Et c'est très important, dans ce moment-là, effectivement, de se doter d'une fondation. Les intervenants qui viendront après moi vont vous le montrer, vont vous le démontrer. On est dans un moment où des choses qui étaient, il y a quelques années encore, assez inimaginables, paraissent désormais à portée de main. Et c'est dans ce moment-là où on a envie d'accélérer les choses, d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et c'est le but, c'est l'objectif de la Fondation 15-20 pour la vision. J'espère que cette soirée, cette première soirée des visionnaires vous donnera envie de nous soutenir, vous donnera envie de soutenir l'écosystème des 15-20, l'écosystème que nous formons avec nos partenaires et notamment avec l'Institut de la Vision, cet écosystème qui est unique, qui est absolument exceptionnel et qui est, je le crois, très fertile. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie encore pour votre présence. Merci Nicolas Péju. Et je vous propose, après les mots du directeur Nicolas Péju, de découvrir l'hôpital national des 15-20 en images. On va retrouver les patients, les médecins et les chercheurs. Là.
il y a un regard de la part des praticiens que je connais qui est tout de suite humain. Le suivi par l'hôpital est parfait, l'équipe est empathique. Oui, je me sens enveloppé par cette équipe et il pourrait m'arriver n'importe quoi que je me sentirais en sécurité. L'hôpital national des 15-20 est un environnement absolument exceptionnel. C'est un hôpital dédié à l'ophtalmologie, aux soins autour de la vision. Cet hôpital est d'une technologie particulièrement importante et regroupe les meilleurs médecins de la discipline. Nous avons ici un bloc opératoire entièrement dédié à la chirurgie ophtalmologique et notamment à la chirurgie réfractive. L'hôpital des 15-20 constitue un des terrains de stage les plus attractifs pour les internes en France, grâce à la diversité des cas pris en charge ici, mais également grâce à l'expérience des chirurgiens présents dans notre hôpital et grâce au plateau technique qui est mis à notre disposition pour apprendre. J'ai une maladie du glaucome congénital. En fait, c'est un ensemble de maladies qui ont détruit le nerf optique. Donc, Institut Saint-Louis, qui a une super équipe, ils ont toutes les connaissances, ils ont tous les spécialistes pour nous aider à continuer à vivre avec ce qui nous reste comme but. Si on peut avoir une aide pour cette recherche en glaucome, ça peut nous sauver quand même la vue à beaucoup de personnes. L'hôpital national de la vision des 15-20 dispose d'un laboratoire d'ophtalmobiologie et d'une pharmacie à usage intérieur. Ces deux services collaborent de manière extrêmement étroite, ce qui nous permet de mettre à disposition des outils diagnostiques et thérapeutiques uniques pour des patients de la ville et de l'hôpital. Dans l'hôpital des 15-20, le centre d'investigation clinique comprend une plateforme d'imagerie à haute résolution qui est absolument unique au monde et qui permet d'obtenir des images que je qualifierais d'extraordinaires de différentes structures de la rétine, pouvant être chacune responsable d'une maladie bien spécifique. Et une grande partie de notre activité est justement destinée à démontrer que l'œil peut servir pour le diagnostic et le suivi de beaucoup de traitements, dont les maladies de l'œil, mais pas seulement. Alors, je suis atteint d'une rétinite pigmentaire qui, aujourd'hui, hélas, est dans une phase très avancée. On m'a proposé de rentrer dans le protocole dans lequel je suis, qui est dans un cadre d'optogénétique, je crois que c'est le bon terme, qui fait qu'on m'a injecté quelque chose dans l'œil et qu'avec des lunettes bien particulières, la première fois que j'ai vu une petite bouteille de gel hydroalcoolique qui était posée sur une table, que je voyais avec ces lunettes et que je ne voyais pas sans. Mais je pense que ça peut contribuer, du moins je l'espère, à révolutionner le quotidien de ceux qui, plus jeunes que moi, arriveront avec la même pathologie demain. Donc notre vocation au niveau du centre de maladies rares des 15-20, c'est d'être un centre d'excellence dans le diagnostic, la prise en charge des patients, avec la constitution de cette cohorte qui est une des plus grandes d'Europe, voire dans le monde, et d'héberger des protocoles innovants, puisque toutes ces pathologies vont conduire à la cécité. Donc la prise en charge pédiatrique, c'est une des priorités du projet de l'établissement, et qui vient aussi dans un contexte peut-être national de difficultés de prise en charge des enfants. On est un hôpital qui a une vocation nationale, donc on se doit de développer cette expertise très précise sur les enfants. Grâce à l'impulsion du professeur José Sahel, l'Institut de la Vision a ouvert en 2008. C'est un des meilleurs instituts de recherche en ophtalmologie dans le domaine des sciences de la vision et qui est devenu un des centres de recherche les plus internationalement reconnus et les plus réputés au monde. En 2018, cet environnement exceptionnel a été reconnu comme un IHU, un institut hospitalo-universitaire, qui reconnaît l'excellence médicale et médico-scientifique dans des centres qui intègrent précisément le soin, l'innovation, la recherche clinique comme recherche fondamentale. L'hôpital des 15-20 est une véritable pépite au rayonnement national et international. Et je suis très fier de ce qu'accomplissent nos équipes tous les jours, 24 heures sur 24, au service de nos patients. Nous avons encore de nombreux défis devant nous. Nous allons devoir accroître nos surfaces pour faire face au développement des pathologies chroniques et au vieillissement de la population qui vont entraîner une augmentation de notre activité. Nous allons aussi continuer à offrir de nouvelles prises en charge dans le domaine du soin et désormais dans le domaine du handicap visuel. Et puis nous allons encore nous renforcer dans le domaine de la recherche avec notre IHU et avec les nombreux projets que nous portons avec l'Institut de la Vision.
Nous n'avons qu'un objectif, refuser les fatalités et pousser le plus loin possible le combat contre les pathologies de la vision. Tout a été dit. C'est vrai que l'hôpital national des 15-20, c'est un lieu d'empathie et d'espérance. Alors, c'est un vivier dingue de chercheurs absolument fascinants et de grands cliniciens. Je vous propose d'accueillir 3 d'entre eux, les professeurs José Sahel, Isabelle Odo et Christophe Baudouin. Les voilà. Ah, vous intriguez Japelou, c'est bon signe. Alors, professeur Sahel, on commence avec vous. Des superlatifs qui vous concernent, qui vont froisser votre humilité légendaire, mais je suis quand même obligé de les évoquer. Vous êtes un pionnier, vous êtes un humaniste, vous êtes le créateur de l'Institut de la Vision, vous êtes membre de l'Académie des Sciences. Quand on va sur le site de l'Académie des Sciences, le CV de José Sahel fait 26 pages, c'est dire, et depuis décembre... Ne souriez pas. Et depuis décembre 2023, vous êtes membre du nouveau Conseil présidentiel de la science, aux côtés de 2 Nobel, rien que ça. Ceci dit, en 2001, José Sahel, professeur Sahel, est-ce que vous pouviez imaginer que vous alliez changer les choses à ce point? Oui, approchez-vous. Bonsoir. Ce qui s'est passé était sans doute en bonne partie imprévisible. La seule chose qui était claire, c'est le besoin et l'intense nécessité de développer de nouvelles thérapies pour des patients pour lesquels il n'était pas encore possible de proposer le moindre choix thérapeutique. Les 15-20 étaient connus, l'histoire des 15-20 a toujours été prestigieuse pour la qualité des soins, mais à l'époque, ce qui était surtout proposé, c'était des chirurgies approuvées, validées et déjà disponibles. Et la question, c'était qu'est-ce qu'on fait pour tous les patients pour lesquels il n'y a pas de traitement, pour lesquels rien n'existe et auxquels souvent on disait désolé, sans même souvent parler d'avenir. Et donc, la question qui s'est posée, c'est comment faire en sorte, par rapport à cette impasse thérapeutique, pour la dépasser, voire la transcender, si on ose employer ce mot, en essayant de rassembler autour du patient, autour des besoins des patients, l'ensemble des acteurs qui peuvent tenter d'apporter des réponses. On appelle ça la médecine translationnelle, c'est-à-dire traduire les questions dans des termes qui puissent éventuellement attirer des scientifiques, attirer d'autres experts, parce qu'il n'y a pas que les scientifiques purs et durs, il y a d'autres domaines de la science qui peuvent contribuer pour essayer de construire des débuts de réponse, en sachant que c'est un chemin infini, c'est la raison pour laquelle il y aura toujours besoin de fondations et de travail. Donc, entre 2002 et 2005, moi je suis arrivé en 2001, on a essayé avec les gens sur place, Christophe était là déjà, avec Laurent Laroche, qui n'est plus maintenant au 15-20, mais avec toute une série de partenaires qui sont aujourd'hui encore au 15-20, et puis d'autres surtout, ceux qui sont venus avec moi de Strasbourg, et puis beaucoup qui nous ont rejoints, d'intégrer autour du patient la prise en charge. Donc aujourd'hui, on vous parle de 300 000 patients, à l'époque, il y en avait un petit peu moins, et essayer de proposer, en articulant la prise en charge des patients, la prise en charge du handicap avec l'histoire de l'Institut Saint-Louis qui a précédé en fait la création de l'Institut Saint-Louis, l'ensemble des acteurs de la recherche. Et donc avec le petit noyau qui m'a suivi de Strasbourg, avec Serge Picot, Thierry Léveillard, on a commencé à construire cet institut qui était tout petit à l'époque. Isabelle était même encore étudiante quand elle a rejoint cet institut, et d'intégrer les approches de génétique, les approches de neuroprotection, de restauration visuelle, et aussi d'imagerie, puisque dès le départ, l'imagerie s'est avérée importante. La question, c'était de construire, à partir de la question du malade et des cohortes, une analyse aussi profonde que possible de ce que le patient peut présenter pour nous, ce qu'on appelle le phénotypage profond, transformer les questions du patient en des questions scientifiques, en créant des modèles, qui sont des modèles variés, dont des modèles mathématiques, essayer de trouver des cibles thérapeutiques et les valider. Pour ça, il avait fallu créer aussi un centre d'investigation clinique, il a fallu construire des cohortes de patients donc, qui acceptaient d'être pris en charge de façon beaucoup plus structurée que ce qu'on fait d'habitude, et tester ces innovations thérapeutiques de façon itérative. Et ça ne marche pas toujours. La recherche n'est pas un chemin linéaire, c'est un chemin qui est semé d'énormément d'embûches et de chemins de traverse, mais qui, à un moment donné, permet d'avoir un début de réponse. Ce début de réponse, il faut le valider en clinique, donc le ramener vers le patient. Et c'est toujours le patient qui a le dernier mot, mais c'est le premier mot, puisqu'en réalité, le chemin ne fait que commencer. Il ne s'agit pas du tout d'un cercle, il s'agit vraiment d'un escargot qui continue sans cesse de s'élever, et si possible, en dépassant les difficultés, et en dépassant les frustrations, et en dépassant surtout
les limitations qu'on peut ressentir au quotidien, de se dire qu'il faut construire un futur, il faut construire un avenir, et cet avenir, c'est celui qui enrichit déjà le présent de nos patients. Merci, professeur. Merci infiniment. Voulez-vous transmettre le micro à celle qui fut votre élève, professeure Isabelle Audeau? Vous êtes coordinatrice du Centre de référence des maladies rares, le Référette, et vous êtes vice-directrice de l'Institut de la Vision. Alors, où en êtes-vous, Isabelle Audeau, dans la prise en charge des maladies rares? Alors, dans le domaine des maladies rares d'origine rétinienne, nous disposons déjà d'un premier médicament de thérapie génique qui fait bien sûr suite à des années de recherche préclinique. Et d'ailleurs, au 15-20, grâce à l'énergie du professeur Sahel, on était le premier centre hors États-Unis de pouvoir proposer cette thérapie innovante à nos patients. En fait, même si cette nouvelle molécule de thérapie innovante concerne un petit groupe de patients, ça a été l'initialisation de nombreux autres essais, des essais par remplacement de gènes, mais aussi d'autres types d'approches, comme par exemple l'optogénétique, dont l'objectif est, une fois que la rétine a perdu ses capteurs de lumière, ses photorécepteurs, elle est plus photosensible, par également une thérapie génique, rendre les cellules superficielles de la rétine de nouveau photosensibles, d'une part avec cette thérapie génique, mais aussi avec des lunettes à réalité augmentée, avec en 2001 une première publication et une vidéo qui montre notre patient phare qui est capable de retrouver sur une table un objet contrasté. Et donc une thérapie qui va viser à la restauration visuelle avec des premiers résultats qui sont très très prometteurs. Et justement, quel est le secret de cette efficacité ? Le secret de ce succès, c'est le modèle que M. Sahel vient de présenter, c'est-à-dire qu'on a d'abord le patient qui vient, qui a un besoin, une errance diagnostique, une errance thérapeutique, la création de cohortes de patients bien caractérisés sur le plan clinique ou génétique. De l'autre côté, des chercheurs qui vont prendre une question clinique, des chercheurs fondamentaux, des chercheurs qui vont travailler sur l'approche de la mécanistique de la maladie, la génétique, puis des chercheurs qui vont travailler sur des approches translationnelles, des startups qui vont être créées à côté d'une idée innovante, et puis le patient, le retour vers le patient qui va être volontaire pour participer à cette innovation thérapeutique, quelque chose qui se concrétise maintenant avec l'IHU Foresight, créé par M. Sahel et porté maintenant par Christophe Baudouin. Merci Isabelle Audeau. Merci beaucoup. Et précisément, encore un relais, un passage de relais. Le professeur Christophe Baudouin, vous êtes chef de service à l'hôpital national des 15-20 et vous dirigez donc effectivement, comme vient de l'évoquer le professeur Audeau, l'IHU Foresight. Quelles sont les nouvelles frontières, professeur Baudouin? Alors ça va être vaste, hein. Les nouvelles frontières dans le cadre de la DMLA, du glaucome, de la malvoyance et de la non-voyance. Vous avez 4 minutes. Merci beaucoup pour ce challenge. On voit bien que beaucoup de progrès ont été faits et qu'il faut continuer à reculer les limites pour lutter contre la non-voyance en particulier et la malvoyance d'une manière générale. Quand on pense à déficience visuelle, on pense essentiellement à des aveugles qui ne voient absolument rien, mais la déficience visuelle, c'est très très vaste par rapport à ce spectre-là qui évidemment nécessite une priorité absolue. 200 000 non-voyants, plus de 2 millions de malvoyants, avec des maladies dont on a vu le spectre changer et l'évolution augmenter. 25% des patients de plus de 80 ans sont ou seront atteints d'une DMLA. Ce que vous voyez ici, c'est une reproduction très fidèle de ce que voit à gauche un patient atteint de DMLA dont le brouillard visuel central augmente, et à droite un glaucomateux dont l'encerclement de la vision crée ce brouillard qui petit à petit va créer une forme de déficience visuelle très particulière, puisqu'on peut voir 10 dixièmes et être quand même extrêmement handicapé avec cette vision centrale persistante, mais entourée d'un grand brouillard qui fait qu'on ne voit pas le petit obstacle, le trottoir qui est juste devant, ou la main qui se tend d'un ami qui veut simplement vous saluer. Ce qui est très important, c'est de comprendre que ces maladies sont en cours d'augmentation. Elles touchent de plus en plus de personnes. L'une touche la macula, la zone de vision centrale, l'autre touche le nerf optique, deux structures essentielles et qu'aujourd'hui on ne sait pas encore bien réparer. Et justement, professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
comment fonctionne le nerf optique, à quoi sert-il et comment fonctionne en gros la vision. Vous avez ici une jolie photo dans laquelle on voit le nerf optique à partir vers lesquels les vaisseaux convergent ou divergent, cette espèce de fleurs et de méduses. Et au centre, la partie un peu plus colorée, c'est la macula. Ce sont les deux régions phares, la macula qui sert à apporter la vision centrale et le nerf optique qui sert à transmettre la vision jusqu'au cerveau. On a besoin pour voir à la fois d'un œil, mais d'une transmission vers le cerveau, et c'est finalement le cerveau qui voit et qui crée réellement les images. On a bénéficié d'une véritable révolution dans les traitements, puisqu'il y a quelques années, on ne savait même pas traiter certaines formes de DMLA ou très difficilement glaucome. Donc beaucoup de révolutions en matière de traitements chirurgicaux, mais aussi d'imagerie, avec des imageries de plus en plus sophistiquées qui permettent de rentrer à l'échelle microscopique. Et c'est quelque chose qui maintenant nous permet d'améliorer considérablement le diagnostic précoce et la prise en charge, bien évidemment, de ces patients. Mais malheureusement, on ne peut pas encore tout réparer. Alors, très égoïstement, je vais avoir une petite question par rapport au progrès qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, moi qui suis en situation de cécité totale, de pouvoir éventuellement retrouver la vue ? Il est clair que tout ce qui a été dit précédemment, thérapie génique, prothèse rétinienne, optogénétique, ce sont des espoirs énormes pour essayer d'améliorer la vision des non-voyants ou améliorer la vision des malvoyants. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le fait qu'aux États-Unis, la première greffe d'œil ait été effectuée, c'est un espoir considérable. Malheureusement, ça bute sur un problème majeur qui est le fait qu'on ne peut pas reconnecter un nerf optique au cerveau, on ne peut pas faire repousser un nerf optique, pas plus qu'on peut faire repousser des morceaux de cerveau, de moelle épinière qui ont été détruits. Donc il y a clairement quelque chose à continuer à poursuivre, peut-être des connexions directes ou des stimulations directes au niveau du cerveau, peut-être des greffes de nerfs optiques ou des stimulations de la repousse du nerf optique, des greffes de rétine artificielle. Beaucoup de choses en matière de thérapie cellulaire, en matière de cellules souches sont en cours. On a eu quelques exemples tout à l'heure, il y a encore beaucoup de progrès. Alors peut-être, pour finir, je voudrais dire qu'on est dans un environnement particulièrement propice. Tout ce qui a été dit précédemment montre que les 15-20 qui trouvent leurs racines dans un passé très profond autour de la cécité et des aveugles reprend aussi par l'Institut de réhabilitation visuelle cette tradition de prise en charge, plus la prise en charge médicale, bien évidemment, médico-chirurgicale, qui va vers l'enseignement, la recherche et le développement dans ce qui a été reconnu comme un institut hospitalo-universitaire. C'est quelque chose d'extrêmement prestigieux qui nous permet d'avoir cet environnement fécond entre une recherche fondamentale, une recherche clinique et une prise en charge la plus complète possible, de l'espoir vers la réhabilitation. Merci d'ouvrir des horizons. Et merci à tous les trois professeurs Odo, Saël et Baudouin. Merci 1000 fois. Et on va continuer à ouvrir des perspectives et à activer l'espérance. Il est question de visionnaires ce soir et de la recherche, les visionnaires de la recherche. Alors on va évoquer... Bonjour Japlou, tu as faim. Une première mondiale. Alors c'est véritablement une prouesse technologique. Je crois qu'il y a encore 7 ans, c'était du domaine de l'utopie pure. Le voyage dans l'œil. Le terme technique et précis, c'est la transparisation, le voyage dans un œil transparisé, le rêve absolu de tous les Jules Verne de l'ophtalmologie. Et cette prouesse a été réalisée à l'Hôpital national des 15-20. Et pour l'évoquer, je vous demande d'accueillir Marie Darche et le professeur Michel Pack. Bonsoir à tous les deux. Marie Darche, bonsoir. Vous êtes chercheuse en biologie, vous êtes spécialiste en histologie, c'est la science des tissus humains, c'est ça, l'histologie. Alors Marie Darche, vous connaissez cette formule célèbre d'Henri Bernstein, l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Donc quelle fut votre intuition lorsque vous vous êtes dit, on peut réussir à transpariser un œil alors que c'est un petit machin qui fait 7 grammes, qui est super dense, plein de tissus et très coloré? Alors, merci pour la question. Plus qu'une intuition, ça a été une histoire de recherche. Toutes les histoires de recherche, évidemment, c'est une histoire de curiosité, d'innovation, mais c'est aussi une histoire humaine. Et cette histoire, on a eu de la chance, elle a été soupçonnée d'un peu de magie scientifique. L'œil humain, ça vient d'un constat de 15 ans de recherche dans l'œil. L'œil, c'est l'organe des extrêmes. C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement passionnant. Mais du coup, pour l'étudier, nous, les chercheurs et les médecins, on est obligés de travailler sur des zones très précises de l'œil.
la cornée, la rétine, le nerf optique, la choroïde. Ça a donné, comme vous avez vu, des résultats passionnants jusqu'à maintenant, mais dans tout ça, on a perdu de vue quelque chose d'assez essentiel, qui est l'œil comme une entité. L'œil, l'organe, qui est fait de tissus qui sont interconnectés et interdépendants. Moi, je me spécialise donc dans l'étude des tissus, et la technique qui est la plus connue et la plus polyvalente dans ce domaine, c'est la microscopie. Depuis les microscopes de Louis Pasteur aux microscopes récents qui permettent d'imager des virus, ils ont été au centre d'énormément de projets de recherche et de projets médicaux. Malheureusement pour nous, l'œil est à la fois beaucoup trop grand. Il faut savoir qu'un œil humain, c'est 6 cm3, et beaucoup trop pigmenté pour rentrer dans un microscope classique. On a cependant pensé que la microscopie était une voie d'avenir pour l'étude de l'œil, et on a donc décidé d'essayer de lever 2 verrous technologiques différents, et c'est là que ce projet s'est développé, à la fois trouver un microscope adapté à l'œil humain et trouver une méthode pour imager ce tissu. Pour l'œil humain, malheureusement, nous n'avons pas de microscope en France capable d'imager un œil, donc nous avons une collaboration avec la Suisse, à Genève, qui nous permet de l'imager avec un microscope dit à feuillet de lumière, un microscope qui est assez grand pour les grands échantillons. Quant à l'œil, on s'est dirigé vers une technique dont vous venez de parler, qui est la transparisation. C'est une technique assez paradoxale, puisqu'on doit rendre un échantillon transparent pour mieux le voir par microscopie. Il a fallu 7 ans. 7 ans d'innovation, de petites trouvailles et d'ingéniosité pour arriver à lever tous ces obstacles. Mais nous avons réussi donc l'année dernière à présenter une première mondiale, puisque nous avons présenté le premier œil humain entièrement transparisé et imagé par microscopie. C'est ainsi que nous avons obtenu des images uniques au monde. Donc ce que vous voyez derrière vous, c'est le premier œil humain transparisé. L'architecture 3D que vous voyez, c'est l'architecture réelle des vaisseaux chez un patient. Donc vous voyez aussi bien les très gros vaisseaux de la sclère à l'extérieur de l'œil, mais la très fine dentelle que vous voyez à l'intérieur, c'est les vaisseaux de la rétine, le tissu de la vision. On a pu étudier de très larges zones qui sont assez méconnues, comme la rétine périphérique, puisqu'elle est absente pour l'examen ophtalmologique, mais aussi, vous voyez au centre, une zone très précise qui est la zone de la macula, la zone de la vision précise. Nous avons aussi soulevé une contrainte de temps. La contrainte du temps, elle est invisible, mais elle est cruciale pour nous, puisque l'examen ophtalmologique, c'est quelques minutes. Mais en microscopie, 1 millimètre de tissu, c'est des centaines d'heures. Maintenant, grâce à la transparisation et à la microscopie à feuille de lumière, il nous faut 1 heure pour imager un œil humain entier. Génial. Alors, moi j'ai une question. Dit comme ça a l'air extraordinaire et ça l'est. Par contre, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter aux patients ? Alors là, il faut d'abord se projeter. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est dans le futur pouvoir créer ici, en France, au sein de l'hôpital des 15-20, le premier pôle d'imagerie 3D et la première banque des yeux virtualisés, qui nous permerait de changer complètement la façon d'analyser l'œil et d'analyser les pathologies de l'œil. Évidemment, vous vous doutez, c'est pour ça que vous êtes ici, ça demande plus que juste de la technologie et de la science. Ça demande une vision qui soit transdisciplinaire, puisqu'il faut unir aussi bien les médecins que les chercheurs, mais aussi le grand public et les patients. Et notre but, c'est évidemment de pouvoir comprendre et soigner l'œil. À ce jour, la technologie commence, on a déjà raffiné énormément la notion d'anatomie, et on comprend déjà mieux la variabilité intra-individu. Et petit spoiler, on est déjà en train d'imager les premiers yeux de patients pathologiques au sein de l'hôpital. Pour quand ? D'ici 1 mois. On n'en dit pas plus. Bravo, Marie Darche. Alors, Michel Pack, vous êtes le clinicien-chercheur qui dirige l'unité de recherche imagerie biomarqueur modèle de l'œil humain à l'hôpital national des 15-20. Alors, expliquez-nous la spécificité de votre recherche. Alors, on s'intéresse à un organe remarquable qui est l'œil. Mais l'œil, vu d'une façon assez particulière, il s'agit d'utiliser des instruments à très haute résolution pour voir le détail des structures comme les cellules ou les capillaires. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir à ce degré de détail ? Eh bien, c'est parce que, par exemple, quand vous lisez un texte ou que vous regardez votre smartphone, vous voyez ces caractères avec votre fovea. La fovea, c'est le centre de la rétine, là où les cellules sont les plus concentrées, et qui mesure moins de 1 mm de taille, donc moins de 1 mm3. Donc on a besoin d'instruments à haute résolution. Alors, on n'est pas les premiers au monde à utiliser ces instruments, on est loin d'être les seuls, mais ce qui est unique dans notre recherche, c'est que nous avons toute une palette d'instruments qui permettent d'observer différentes structures de la rétine. Et ça, c'est vraiment unique. Et ces appareils, en plus, pour certains, ont été fabriqués sur place dans notre laboratoire, et on a fait plusieurs premières mondiales. Vous avez vu avec Marie Darche la transparisation, mais moi, je m'intéresse à l'œil vivant également.
Et nous avons en particulier développé avec des physiciens de différents instituts en France, par exemple, l'optique adaptative. Et l'optique adaptative, c'est une technique qui rectifie le trajet des rayons lumineux pour augmenter la résolution de ceux-ci. Donc on arrive à observer, donc, par exemple, des photorécepteurs. Bon, c'est des instruments que pour l'instant vous ne voyez pas encore chez votre ophtalmologiste, mais dans quelques années, ça va peut-être venir au cabinet de votre ophtalmologiste traitant. Une autre technique qui a été une première mondiale, c'est l'holographie Doppler, dont on va voir une image. L'holographie Doppler, c'est quoi? C'est l'étude de la réflexion des rayons lumineux sur chacun des globules rouges. Quand un globule rouge reçoit un rayon lumineux, il le renvoie, mais avec un léger décalage de fréquence. Et ce léger décalage de fréquence peut être détecté par une caméra ultrasensible mise au point par Michael Atlan. Et vous voyez, sur ces magnifiques images, vous voyez le flux sanguin. Tout ce qui est blanc, c'est du flux sanguin. Donc ce sont les vaisseaux, les artères, les veines. Et on peut non seulement observer l'architecture des vaisseaux et même des couches profondes comme la choroïde, qui était jusqu'ici peu accessible, mais également il a réussi il y a quelques semaines à mesurer en valeur réelle le flux sanguin rétinien, et ça, c'est une première mondiale dont on est très fier. On peut imaginer des applications nombreuses dans le diabète, les occlusions veineuses, par exemple, ainsi que d'autres maladies. Et enfin, une autre technique tout aussi prometteuse, c'est l'optorétinographie. C'est-à-dire qu'on va voir les neurones voir. C'est-à-dire que, là encore, on envoie un photon dans la rétine, mais cette fois-ci, on va observer son interaction avec les neurones, donc les photorécepteurs. Et ces photorécepteurs, lorsqu'ils reçoivent la lumière, modifient très légèrement leur structure et on a des systèmes suffisamment sensibles pour détecter ce petit changement. Et donc, on va faire une cartographie des neurones qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Ça, c'est développé par Kate Grieve. Et là encore, je pense que dans 5 à 10 ans, ça devrait être un instrument utilisé beaucoup plus largement que dans les laboratoires de recherche. Alors moi, mon rôle là-dedans, c'est d'abord de guider les physiciens dans la mise au point de ces instruments. En contrepartie, je suis le premier à voir le résultat de ces images, et ça, j'avoue, c'est passionnant. Chaque semaine, je découvre une nouvelle structure, je fais l'association avec une maladie, et ça, c'est vraiment une joie récurrente, et je fais partager autant que possible cet enthousiasme à toute l'équipe, et je crois que c'est ça qui unit l'équipe également, c'est le progrès qu'on peut offrir aux patients dans la compréhension de sa maladie. Mais au-delà de ça, sur le long terme, j'envisage de regrouper toutes ces informations de ces différents appareils pour recréer en quelque sorte un œil virtuel propre au patient, ce qu'on appelle un jumeau numérique de la macula par exemple. Et ça doit être un outil excessivement intéressant pour documenter les maladies chroniques de l'œil. Alors on peut toutes les citer, le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique, même les maladies rares. Et je pense que ce sera un outil essentiel pour comprendre les maladies qui pour l'instant échappent pour beaucoup d'entre elles à notre compréhension. Et donc, ces technologies nous ont rapprochés de ce que savent faire les biologistes de l'Institut de la Vision, par exemple, et le travail de Marie Darche représente bien le transfert de connaissances entre la clinique et la biologie. Et je terminerai par un mot sur la participation des patients à la recherche. Ça, c'est très important. On a besoin de patients motivés et nous accompagnons certains patients pendant des années. Nous documentons l'évolution de leur maladie, pas seulement pour faire de plus belles images, pas seulement pour faire une plus belle science, et pas seulement même pour une meilleure médecine. C'est aussi une nouvelle façon de rendre le patient acteur de sa propre recherche. Il est lui-même un sujet de recherche. Et donc ce soir, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les patients qui nous ont accompagnés toutes ces années dans cette quête du savoir. Je vous remercie. Alors, professeur, du coup, on parlait de patients. Par rapport à ces découvertes, est-ce qu'il y a des applications concrètes déjà ? Et toutes ces recherches, comment vous allez faire pour les transformer en traitement ? Il y a déjà, dans mon domaine, une application immédiate concrète, c'est chez les patients diabétiques. On a mis au point une technique qui permet, avec quelques impacts de laser, d'améliorer la vision. Le laser, ce n'est pas vraiment nouveau dans la rétinopathie diabétique, mais ce qui est nouveau, c'est la cible de ce laser. On a pu identifier une petite lésion qu'on appelle un macroanévrisme, ou un telcaps dans notre jargon. Et ça permet, par exemple, de diminuer ou de cesser les injections intravitriennes répétées qui étaient souvent nécessaires chez ces patients. Une grande étude nationale randomisée est en train de se terminer, mais j'ai confiance dans le résultat, étant donné notre expérience de plusieurs années dans ce domaine. Et deuxième deuxième application potentielle, c'est l'image que vous voyez au fond, c'est une vidéo qui résume l'évolution sur 5 ans d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et vous voyez la zone centrale blanche qui s'étend. Et ça, c'est l'atrophie de la rétine qui progresse. Et
Mon objectif scientifique pour les prochaines années, c'est de comprendre ce mécanisme, comment ça se fait que la lésion s'agrandit, c'est ça qui fait perdre la vie aux patients. Et nous avons déjà des pistes extrêmement sérieuses, en particulier grâce aux travaux de Marie Darche qui est associée à cette recherche. Et j'espère pouvoir annoncer des bonnes nouvelles dans les années qui viennent. L'année prochaine, peut-être, on verra. Je ne m'avancerai pas. Oui, soyons prudents. Merci pour cet enthousiasme et votre pédagogie à tous les deux, Marie Darche et le professeur Pâques. Merci encore. On a eu un privilège incroyable de découvrir les révolutions en cours, les grandes révolutions ophtalmologiques, mais en attendant les nouveaux traitements, vous avez compris, dans le cas de ceux qui ont un handicap visuel ou qui sont malvoyants, eh bien, il faut vivre avec ce handicap visuel. Et je vous propose de découvrir quelqu'un qui l'évoque d'une manière extraordinairement singulière, assez féroce, assez provocante. Elle s'appelle Lilia Benchaban et elle va nous rejoindre dans un instant. Ça va être très rafraîchissant. Alors, tiens. Bonsoir. Alors, je vais faire des blagues, il me faut beaucoup plus d'énergie. Bonsoir, vous allez bien? Ok, pas mal. Trop bien. Merci beaucoup d'être là, même si vous n'êtes pas là pour moi. Moi, je suis venue faire des blagues. Alors, j'aime bien savoir, avant de commencer, qui par applaudissement ne me connaît pas du tout? Super, merci. Okay. On est vraiment sur un bon début de carrière. Du coup, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Lilia Benchaban, enchantée. Et moi, j'ai une petite particularité. Je suis malvoyante. J'ai à peu près 1 sur 10 d'acuité visuelle à chaque œil. C'est pas maintenant la blague. D'ailleurs, est-ce que vous voulez bien faire un petit peu de bruit juste pour être sûr que je suis au bon endroit? Merci beaucoup. Mais je pose la question parce que la semaine dernière, j'ai joué le premier quart d'heure de mon spectacle et je me disais, tiens, ce soir, ça rigole pas beaucoup. Et c'est après que j'ai réalisé que j'étais encore derrière le rideau. Alors j'imagine que c'est la première fois de votre vie que vous avez une humoriste handicapée en face de vous, sauf si vous êtes déjà allé voir Anne Romanoff en spectacle. Jamel Debbouze, ça compte pas. Après quelques millions, on considère que le bras a repoussé. C'est un petit peu compliqué en tant que malvoyante de vous décrire ce que je vois, parce que si vous voulez, moi je suis pas aveugle, mais je vois pas non plus, ce qui maintenant que je le dis à haute voix est encore plus con. Et je me dis pour le coup, c'est vraiment dommage, parce que pourtant je distingue les formes et les couleurs. Par exemple, quand je vais au musée, je vois le cadre doré, mais je vois pas trop ce qu'il y a dedans. Du coup, ma Joconde, c'est pas votre Joconde. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'après en avoir discuté avec plein de gens, je me rends compte que ma Joconde à moi, elle est vraiment dégueulasse. Apparemment, la Joconde, c'est le portrait d'une femme. Pour moi, on est plus sur de l'art abstrait. Léonard de Vinci ou un peintre en bâtiment, fait pas la différence. Vous comprenez pourquoi les musées sont gratuits pour les handicapés. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, récemment, je rentrais chez moi et j'avais la musique dans les oreilles. Parce que je sais pas vous, mais moi, en général, quand j'écoute la musique en marchant, j'ai toujours tendance à me croire dans un clip et me prendre pour Beyoncé. Alors qu'en fait, comme je suis malvoyante, plus souvent, je me prends des poteaux. Et j'avançais, j'étais déterminée. Et en fait, au loin, j'aperçois une silhouette qui a l'air assez imposante et dangereuse. Du coup, je panique un petit peu, mais je décide de continuer d'avancer parce que je suis une fille hyper courageuse. On est courageux ou pas ce soir? Apprenez à faire demi-tour. Parce que moi, j'ai pas fait. Et en fait, plus j'avance et plus je réalise que quand tu mesures 1m20 et que tu vois rien, le courage, ça suffit pas. Et à un moment donné, je me suis motivée avec Beyoncé dans les oreilles, je me suis chauffée et j'ai regardé droit devant moi et j'ai dit vas-y, bouge ou je te défonce. Mais il n'a pas bougé. Forcément, c'était un buisson. Et alors là, vous allez me dire, Lilia, t'as dit que t'étais malvoyante, comment t'as su que c'était un buisson? Déjà, ça pique. Et puis en plus, ce truc le plus gênant dans l'histoire, c'est qu'il y avait un témoin de cette taille-là. Je sais qu'il était tout petit parce que la voix venait d'en bas. Et il m'a dit Madame, mais c'est un buisson. Et moi, j'ai 26 ans. Je suis censée être une adulte responsable. Je viens d'être prise en flagrant délit, en pleine altercation avec un buisson. Fallait que je me sorte de là. Du coup, je lui ai dit, t'inquiète petit, je le reconnais, c'est cet LM, je vais le défoncer. Voilà, je savais pas quoi faire. Et cette anecdote du buisson, elle est vraie. Et elle m'a fait me rendre compte qu'on a tous des moments de vie marquants dans la vie. Genre le bac, la fac, la première cuite. Pour moi, c'était vraiment le bac, le buisson. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que vous et moi, on ne vivait pas du tout dans le même monde. On a la même base, le sol, et c'est tout. Et après ça, les gens osent dire « Non mais Lilia, c'est pas un handicap que t'as, c'est juste un problème de vue. » Venez, je vous crève les yeux et on verra. Non mais pour que vous compreniez bien, moi, ma vie, c'est un blind test. Moi, je frôle la mort quasiment à chaque fois que je traverse la route. En général, d'ailleurs, je sais que la mort est imminente quand j'entends « Casse-toi du milieu, connasse !»
Très accueillants, les cyclistes parisiens. On a des cyclistes ou pas ce soir? Allez-y les gars, de toute façon, il n'y a aucune chance que je vous retrouve, je vous vois pas. Hein. Mais c'est un peu ça le côté ingrat de mon handicap, c'est que je me prends beaucoup d'insultes, parce que mon handicap ne se voit pas, comme moi. Qualité d'écriture exceptionnelle. Hein. En fait, les gens ne voient pas mon handicap, et moi, je ne vois pas les gens qui ne voient pas mon handicap. On est sur un concept assez technique. On appelle ça le handicap invisible. Alors, la définition, elle dit que si techniquement, je ne te dis pas que je le suis, bah, tu ne le sais pas. Et c'est vrai. Demande au petit. À ses yeux, je suis tarée, pas handicapée. Mais ceci dit, ce n'est pas le truc le plus compliqué à porter dans la société niveau regard des gens. Moi, j'aime bien ça, parce que selon la situation, je peux choisir d'être ou de ne pas être handicapée. Du coup, j'ai un petit peu l'impression de jouer au Uno. Et quand ça m'arrange, je peux sortir une carte contresens. Bon, après, j'abuse pas de mes privilèges de personnes en situation de handicap, parce que j'ai quand même un minimum d'éthique. Du coup, je les utilise qu'en cas d'extrême urgence. Disneyland Paris et les soldes chez Zara, par exemple. Et il ne faut pas avoir pitié de moi, parce que moi, j'assume mon handicap, mais je sens que des fois, je l'assume peut-être un petit peu trop, parce que parfois, je me chauffe et je fais des trucs que seuls les gens qui voient peuvent faire. Par exemple, l'année dernière, je suis partie au ski. Je ne suis pas restée longtemps, parce que j'ai percuté une petite fille de 4 ans sur la piste. En même temps, elle était au milieu, cette connasse. Hein. J'ai crié, hein, « Casse-toi du milieu, connasse !» Mais c'était déjà trop tard, la neige avait changé de couleur. Ça va, rien de grave, j'ai juste le poignet foulé, calmez-vous. Alors, avant de partir, je voulais vous dire, j'ai entendu tout à l'heure que les gens vous appelaient un petit peu à investir tout ça pour la recherche. N'hésitez pas, mais prenez votre temps. Parce que si vous le faites, moi, après, j'ai plus de carrière. Voilà, je vais vous le dire avant de partir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et sachez que pour un public que j'ai pas vu, bah, je serais ravie de vous revoir. Mais vous êtes cynique et formidable, Lilia Benchaval. Ça va, ça vous a pas choqué? Okay. Bon, Timothée a adoré, et moi aussi. Merci, j'applaudis pour vous servir. Merci à toi. Je peux partir? Bien sûr, okay. Merci. Au revoir, vous pouvez partir, vous êtes tous les mercredis soirs. Voilà, Handicapée méchante, tous les mercredis soirs, au Théâtre du Marais Paris. On peut y accéder en vélo, à vos risques et périls, ou en voiture, ou comme vous le voudrez, ou par les transports en commun. Ne restez pas au milieu. Ne restez pas du au passage. milieu. Voilà. Alors, comment accompagner précisément les personnes dont le quotidien est bouleversé par une déficience visuelle? Comment les mettre sur le chemin de l'autonomie qu'ils désirent plus que tout? Eh bien, c'est la mission, c'est l'ambition du nouvel Institut Saint-Louis de réadaptation visuelle. Et je vous demande d'accueillir 2 personnes très particulières de cet Institut Saint-Louis, les docteurs Béatrice Lebaille et Christophe Pourchet. Bonsoir. Béatrice Lebaille, je précise que vous êtes spécialiste en technique de compensation du handicap visuel, et Christophe Pourchet, spécialiste en médecine physique et coordonnateur à l'Institut Saint-Louis. Alors, comment est née l'idée de cet institut? Elle est née tout simplement d'un constat, celui de l'état de la prise en charge du handicap visuel en France. Près de 1 700 000 personnes en France sont concernées par ce handicap, et ce chiffre est probablement sous-évalué. Tous les âges sont concernés, même si la majorité des patients sont des personnes âgées. On peut rencontrer des tout-petits comme des pensionnaires d'EHPAD. Ce qu'il y a de caractéristique et de frappant dans le suivi et dans l'accompagnement de ces patients, ça va être la spécificité de chacun par rapport à ses capacités internes, par rapport à ses capacités de résilience, mais ça va être aussi le fait qu'il ait pu accéder ou non à des techniques particulières de compensation du handicap quand ils ont la chance d'avoir eu un contact avec les équipes concernées. Il y a quelques mois est parue une étude fort intéressante qui s'appelle l'étude Homer, et qui pour une fois n'a pas été faite par des scientifiques, mais a été faite par un groupement d'associations de patients qui a voulu connaître quelle était la qualité de vie et quels étaient les besoins des personnes concernées par ce handicap. Alors je ne vais pas tout vous résumer, elle est très longue, mais un chiffre est frappant. 60% des patients âgés de plus de 60 ans, et donc les patients interrogés appartenaient déjà à des associations, ne connaissaient pas ou n'avaient pas eu accès aux techniques de compensation de ce handicap, soit par défaut géographique, soit tout simplement par des délais d'attente qui sont extrêmement longs, puisque c'est en moyenne 2 ans pour pouvoir accéder à ces services. Et il nous a donc paru intéressant et obligatoire d'essayer d'imaginer et d'innover d'autres solutions, et c'est ce qu'on a essayé de faire à l'Institut Saint-Louis.
Christophe, voilà, mon collègue MPR va vous expliquer toutes les spécificités de cet institut. Merci Béatrice. L'hôpital national des 15-20, de par sa compétence nationale, mais aussi son expertise, son excellence reconnue dans les maladies de la vision, ne pouvait jouer qu'un rôle de locomotive d'un vaste projet de réadaptation du handicap visuel qui soit à la fois novateur et ambitieux. L'Institut Saint-Louis, c'est un projet novateur car il est imaginé par l'hôpital des 15-20 en collaboration avec des partenaires experts que sont l'association Valentin Haoui et le SECOM de la Fondation Optique 2000 qui fait des bilans optiques gratuits depuis des années. C'est aussi un projet ambitieux car il veut d'emblée proposer une offre accessible à tous, offre multidisciplinaire, offre pluriprofessionnelle grâce à une plateforme d'accueil, de coordination et d'orientation pour une prise en charge du handicap visuel à 360 degrés. Prise en charge associant d'une part des soins médicaux de réadaptation, un hôpital de jour, mais également une stratégie complète de suivi médical et de soutien médico-social et social, avec possibilité d'accompagnement professionnel, d'orientation vers le monde associatif ou libéral, mais également des solutions d'hébergement. Et du coup, moi, en tant que parrain, je connais déjà certaines choses, mais quelles sont les originalités de l'Institut? Est-ce que vous pouvez les expliquer à notre public ce soir? Alors, il y a plusieurs originalités dans ce projet, et la principale originalité, c'est d'avoir voulu coupler sur un même lieu géographique à la fois un service de soins médicaux de réadaptation, un hôpital de jour, service hospitalier, et une structure d'accompagnement médico-social qui est pilotée par l'association Valentin Haoui. En effet, les compétences acquises à l'hôpital, en milieu fermé, n'ont de sens que si on peut les transposer dans le milieu réel, au domicile. Et ça, c'est la condition sine qua non de l'autonomie retrouvée en sécurité. Il y a une deuxième originalité, celle-ci, c'est la volonté des services hospitaliers de soins médicaux de réadaptation parisiens, que sont l'Institution nationale des Invalides, mais également l'hôpital Sainte-Marie du groupe Vive, d'unir leurs forces pour travailler non pas en concurrence, mais main dans la main, en adhérant à cette plateforme d'accueil, de coordination et d'orientation. En pratique, c'est une mutualisation des demandes d'admission médicale qui sont revues chaque semaine en commun pour améliorer l'évaluation, l'orientation vers la structure la plus adaptée, mais également diminuer les délais de prise en charge, car actuellement, ils peuvent être de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Le handicap, on le présente souvent comme une différence. Mais au fond, quand je regarde autour de moi, je vois que nous sommes tous différents et chaque handicap est différent, chaque handicap visuel est différent. Mais moi, je viens d'un monde qui est celui de la rééducation fonctionnelle, la réadaptation, et je veux penser que chaque différence a vocation à pouvoir être transformée en force. Transformer la différence en force. Et quand je regarde sur ma gauche et que je vois Timothée, le guépard blanc, je me dis, effectivement, on peut y arriver. Mais bon, ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Il ne suffit pas à Timothée d'enfiler ses yeux de guépard pour recourir à la vitesse du guépard. Il y a besoin à la fois de travail, de volonté, mais aussi de résilience. C'est pourquoi à l'Institut Saint-Louis, on essaye de répondre aux demandes de chacune et chacun grâce à cet écosystème multiple, pluriprofessionnel, essayer de répondre en individualisant et en personnalisant chaque projet. Accueillir, accompagner, agir, accueillir en écoutant déjà les personnes porteuses d'une déficience visuelle, en écoutant leurs proches, leurs aidants, accompagner en faisant de ces personnes non pas des utilisateurs d'une prestation de service, mais réellement des acteurs de leur prise en charge et de leur projet. Et enfin, agir en les aidant, en leur donnant, en mettant à disposition tous les moyens pour leur permettre d'accomplir ce projet. Au fond, le résultat attendu de tout ça, c'est que chacun soit capable, à l'issue de sa prise en charge, de reléguer ses incapacités au second plan et véritablement de sublimer, de booster ses capacités pour les mettre au service tout simplement de leur autonomie et de leur qualité de vie. C'est indissociable. Et je repasse la parole à Béatrice. Béatrice Lebaille, pour une conclusion. En conclusion, je voulais vous dire que dans le monde du handicap aussi existent des projets de recherche. Nous avons connu, il y a une vingtaine d'années, une première révolution qui était celle des neurosciences et de la compréhension du rôle du cerveau dans le fait de regarder, de voir et de comprendre ce que l'on voit. La deuxième grande révolution, vous la connaissez tous. Il y a eu l'écriture, il y a eu l'imprimerie, et puis maintenant il y a le numérique. Tout le monde, vous ou moi, on a tous
greffé dans notre main, notre petit iPhone, notre petit Android. Eh bien, imaginez-vous que pour les déficients visuels en particulier, cette accessibilité au numérique a été une véritable révolution et un véritable changement de vie. Ce qu'il y a de frappant, c'est que même chez des patients très âgés que nous prenons et que nous commençons à prendre en charge à l'Institut Saint-Louis, cette demande d'accès au numérique, d'accès au SMS, d'accès au contact avec l'autre est énorme et que là aussi on doit travailler pour que tout le monde puisse s'en servir. Enfin, troisième révolution qui se profile, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. On en entend parler partout et chez nous aussi ça fait irruption et on doit apprendre à la moduler, on doit apprendre à s'en servir. Utiliser un environnement virtuel adapté à chaque patient, des techniques particulières d'apprentissage par rapport à tel ou tel geste va nous faire gagner énormément de temps et va faire gagner à nos patients une autonomie qui sera beaucoup plus facile à acquérir. Bien sûr, pour ça, il nous faut du soutien, le vôtre, et à l'avance, on vous en remercie. Bravo à tous les deux. Et je sentais Timothée et Adolphe opiner et acquiescer à ce que vous dites. Un guépard blanc sans son téléphone portable, ça ne serait pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas, Timothée? Non, c'est vrai que en termes de numérique, et en termes d'accessibilité, ce qui a été fait là depuis une dizaine, ces 10-15 dernières années, nous ont permis de fortement évoluer et d'avoir accès aux mêmes choses qu'aux personnes voyantes, tout simplement. Donc c'est une grande révolution pour ça. Alors qu'avant, il fallait payer, par exemple pour l'exemple du téléphone portable, il fallait payer pas loin de 300 à 400 € pour avoir une synthèse vocale qu'on installait sur certains modèles de téléphone. On ne pouvait pas avoir, mais pas tous, ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est qu'un détail. Et merci à tous les deux. Non négligeable. Merci à tous les deux. L'Institut Saint-Louis de réadaptation visuelle. Alors, il nous reste à évoquer la Fondation 1520 pour la vision qui porte d'autres projets. Et pour en parler, le professeur Jean-Philippe Nordman, Véronique Giacomoni et Éric Chenu vont nous rejoindre. Et les voilà. Bonsoir tous les trois. Professeur Nordman, vous êtes chef de service ophtalmologie à l'hôpital national des 1520 et vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondation 1520 pour la vision. Parlez-nous d'avancées immédiates proposées par la Fondation. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Timothée, bonsoir chers amis. Oui, finalement, l'établissement des 1520, l'hôpital est centré sur les patients et la Fondation des 1520 l'est bien sûr aussi, et il y a déjà des avancées assez importantes. Alors, en premier lieu, pour la formation du personnel de façon à avoir la meilleure qualité des soins possibles. Les 1520 ont créé une école de chirurgie avec la possibilité d'avoir un accès à des simulateurs, et ceci pour les médecins des 1520, mais aussi pour l'ensemble de la communauté ophtalmologique française et étrangère. Donc ça nous permet vraiment d'accueillir d'autres personnes et d'aider à les former. Donc ça, c'est un point très important. Nous avons aussi dans nos projets la création de bourses internationales permettant à un certain nombre de médecins de notre établissement d'aller se former à l'étranger avec les techniques les plus innovantes. Alors on a toujours dit que ça venait des États-Unis. Oui, mais maintenant il y a aussi beaucoup l'Asie qui nous apporte énormément avec des technologies qui n'existent pas forcément partout et permettant d'être formés aussi. Et puis bien sûr, on sait que la qualité des soins, elle va aussi par le plaisir d'être au travail, et l'institution s'est beaucoup investie là-dedans avec la création d'une salle de sport, d'une bulle bien-être, d'un atelier réparation vélo, et là je me sens très concerné par ça, et donc pas mal de choses de ce côté-là. Par ailleurs, nous souhaitons aussi améliorer l'expérience patient, et l'expérience patient, évidemment, elle passe par des locaux qui sont bien adaptés, une fonctionnalité meilleure, et aussi ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Alors l'éducation thérapeutique, ça ne consiste pas juste à expliquer à un patient le problème, ça consiste à lui poser comme question qu'est-ce qui le préoccupe le plus, d'orienter donc ses besoins vers un module de formation qui va être peut-être le diagnostic, le traitement, le risque, et puis de réaliser cette formation qui dure parfois même 1 heure, et ensuite de voir avec lui si finalement on a bien répondu à ses questions. Donc c'est très structuré maintenant l'éducation thérapeutique.
Par ailleurs, donc, nous souhaitons, comment dire, innover et aider à l'innovation. Donc, vous avez eu déjà de très beaux projets présentés par le professeur Audoux et le professeur Pâques. Il existe aussi d'autres projets dans l'établissement, en particulier sur la cornée, avec la possibilité d'utiliser des cellules souches pour remplacer les couches de cornée qui ne vont pas. Une cornée, c'est assez épais, mais quand il y a une anomalie, peut-être certaines couches sont touchées, pas toutes. Et donc, ça, c'est un programme de recherche qui est en cours, de même que d'autres dans le glaucome, pour lutter contre la destruction des neurones. Alors, on ne peut pas toujours empêcher que certains neurones soient détruits par le glaucome, mais on peut empêcher que ces neurones détruits abîment celles qui sont autour. Et le professeur Baudouin, en particulier, travaille beaucoup là-dessus. Et l'établissement souhaite aussi aider à la création de start-up de biologie ou de technologie pour pouvoir promouvoir ces points-là. Et puis, dernier point, c'est participer, enfin, valoriser le patrimoine scientifique et historique. Alors, scientifique, compte tenu de l'ensemble du nombre de patients que nous avons, c'est créer une base de données, un entrepôt de données pour pouvoir utiliser tous ces résultats à la fin de faire des analyses, de mieux prévoir le devenir des patients que nous soignons. De même, une base de données biologiques en faisant des prélèvements pour pouvoir permettre a posteriori de voir en fonction des résultats de ceux-ci comment évoluent les maladies. Et puis le patrimoine historique, vous savez que les 15-20 sont fondés sur l'ancienne caserne des mousquetaires noirs et que le plus célèbre d'entre nous a été D'Artagnan qui habitait là. Et donc il y a un grand patrimoine historique. La chapelle Saint-Rémy que vous voyez là, qui doit être préservée aussi et entretenue, ainsi que nous souhaitons la création d'un musée dans ce sens. Alors pour tout ça, on a vraiment besoin de votre aide. Et pour préciser les contours de ceci, j'ai le plaisir de laisser la parole à Madame Véronique Giacomoni, qui est directrice de la Fondation des 15-20. Merci, professeur. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, l'année dernière, afin d'accompagner le nouveau projet d'établissement de l'hôpital au service des patients, nous avons créé une fondation. C'est une fondation hospitalière. C'est une fondation de droit privé qui offre les mêmes avantages fiscaux qu'une fondation reconnue d'utilité publique, donc en termes de dons, de legs ou de mécénat. Donc, les équipes de la Fondation, nous serons ravis de répondre à toutes vos questions pendant le cocktail. Vous nous reconnaîtrez à notre petit badge rose. Aujourd'hui, la Fondation, eh bien, nous avons la chance d'avoir à nos côtés des donateurs, des mécènes qui se sont déjà engagés donc pour soutenir des projets qui vous ont été présentés ce soir. Et au nom de la Fondation, je tiens à leur remercier, à leur témoigner notre plus vive gratitude pour leur confiance et leur générosité. Merci infiniment. Et puis, en termes d'engagement, nous sommes très très heureux d'avoir au sein du conseil d'administration de la Fondation d'être accompagnés par le professeur José-Alain Sahel et puis par Marisol Touraine, donc ancienne ministre de la Santé et des Affaires sociales et présidente d'United, de Jacques Biot, ancien président exécutif de l'École polytechnique et président de Huawei France, et d'Éric Chenu, président de la Fédération nationale de la mutualité française. Donc merci infiniment à vous tous, et je cède la parole à Éric Chenu. Merci Véronique, merci à vous tous et vous toutes d'être là ce soir. Merci évidemment aux chercheurs, aux médecins en premier lieu. On l'a vu ce soir, le nombre de personnes atteintes de déficience visuelle augmente dans notre pays et va continuer d'augmenter du fait d'évolutions sur nos habitudes de vie, les écrans, des études plus longues, etc. Et puis du fait de la transition démographique avec le vieillissement de la population. On a donc besoin de davantage de prévention, de dépistage précoce, d'accompagnement, ce qui suppose de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, de l'innovation sociale. Avec Marisol Touraine, avec Jacques Biot, tous trois, comme personnalité qualifiée de la Fondation, on essaye d'apporter notre expertise, notre regard pour aider au développement des projets de la Fondation.
de veiller aussi au développement de la recherche de fonds pour financer la recherche. C'est absolument essentiel. C'est un enjeu social, sociétal et de santé publique. Je me suis, pour ma part, engagé dans ce projet de la Fondation des 15-20, à la fois comme mutualiste et à titre personnel. Comme mutualiste, en tant que président de la Mutualité française, eh bien, tout simplement, je suis soucieux de l'émancipation de chacun, chacune, pour que les personnes puissent mener librement leur projet de vie, personnel, familial, professionnel, sans craindre un aléa, un accident de la vie, un pépin de santé. La raison d'être de la mutualité, c'est se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Et je crois que ça rejoint assez bien le projet de l'hôpital, de l'Institut et celui de la Fondation. Une aspiration solidaire où tout le monde protège tout le monde, où on a besoin de renforcer la prévention, de développer la gestion du risque et de rendre le progrès accessible à tous. Et puis, je me suis engagé à titre personnel parce que j'ai vécu dans ma chair ce que c'était que de passer de l'amblyopie à la cécité totale. J'ai pu, je suis atteint d'un glaucome congénital bilatéral. J'ai dû apprendre à vivre, à faire des études avec une acuité visuelle fluctuante, fragile, puis résiduelle. Et j'ai été ensuite contraint à une énucléation totale pour lutter contre des douleurs réfractaires. Et donc, je sais mieux que quiconque ce que c'est que de vivre dans une société inadaptée à la déficience visuelle, où même quelquefois l'inclusion régresse, faute d'anticipation, d'adaptation au quotidien. Et si, par la recherche, on est capable de permettre à des femmes et des hommes de conserver la vue un peu plus longtemps, même si cette vue est partielle, eh bien, c'est un formidable cadeau. J'ai pu, dans ma vie, mesurer combien ces différentes étapes étaient cruciales. Longtemps, j'ai pu percevoir les couleurs et je pouvais dessiner, peindre. Je pouvais apprécier la transparence de la lumière sur les bords de la Méditerranée. Je pouvais m'évader de ligne en ligne, de page en page. Je pouvais ressentir les sentiments dans le regard de l'autre. Et donc, je sais mieux que quiconque l'importance que cela a de préserver la vue. Et donc, si par notre mobilisation à tous et à toutes, par celle avant tout des chercheurs, des médecins, des équipes de l'hôpital, de l'Institut, de la Fondation, eh bien, on permet à des femmes et des hommes de voir plus longtemps, d'être mieux dans leur vie au quotidien, d'être mieux accompagnés, eh bien, je crois qu'on aura fait œuvre utile. Ils comptent sur nous. Merci. Merci à tous les trois et merci pour ce témoignage absolument bouleversant, rare et précieux, Éric Chenu, et qui a prononcé deux mots clés, émancipation et solidarité. Alors précisément, la Fondation est fidèlement accompagnée par des partenaires qui soutiennent certains de ces projets et leur témoignage ce soir va être précieux et incitatif, osons le mot. Olivier Padieu est parmi nous. Oui, Olivier Padieu. Merci, monsieur. Olivier Padieu, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes président du groupe Optique 2000, de l'ISAC, d'Audio 2000 et de la Fondation Optique 2000. Vous êtes le premier mécène majeur de la Fondation 15-20 pour la vision. Vous êtes le partenaire de cette soirée. Vos liens avec l'hôpital national des 15-20 et avec l'Institut de la vision sont étroits. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, tout simplement? Quelles sont les valeurs qui les et vous rassemblent? Alors, déjà, on a un système coopératif, donc on a des valeurs aussi peut-être plus fortes que simplement le commerce. Ensuite, tous les jours, dans nos magasins, on essaie d'accompagner les personnes qui ont des soucis de vision. Donc, je dis soucis parce que ça peut se compenser par des lunettes, par des bons verres, par des bonnes lunettes. Et quelquefois, on arrive aussi aux limites et on ne peut plus rien faire. Et plutôt que de rester et de ne rien faire, comme souvent, ce sont des rencontres.
Comme beaucoup, on a eu la chance de rencontrer donc le professeur Sahel, qui nous a emmenés sur l'Institut de la Vision. On a eu de bons échanges. Ça nous a montré aussi qu'on pouvait participer différemment à faire évoluer les choses. On est devenu partenaire aussi de l'association Valentin Huy, de la FM Téléthon, et aujourd'hui avec beaucoup de plaisir donc de la Fondation des 15-20 pour continuer à repousser la malvoyance et à notre niveau modeste de faire avancer les choses. Donc voilà, avec beaucoup de plaisir et un grand honneur. Merci Olivier Padieux. Il vous remercie, comme disait Éric Chenu. Alors, il est question de la formation des professionnels de santé aux innovations. Et cette formation des professionnels de santé est cruciale. Nicolas Serriès est parmi nous. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, monsieur. Non, pas du tout. Bonsoir, monsieur. Vous êtes président de Zeiss France. Vous êtes mécène de la Fondation 15-20 pour la vision. Vous soutenez le 15-20 Institute, comme on dit, et l'école de chirurgie, et vous êtes partenaire de cette soirée. Pourquoi vous engagez-vous dans la formation des professionnels de santé, tout particulièrement? Alors tout d'abord, nous sommes très honorés d'être mécènes de la Fondation 15-20, et après tous les témoignages que l'on a entendus, encore plus motivés pour l'être. Alors Zeiss, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui est leader en optique de précision depuis plus de 177 ans. Et une de nos spécificités, c'est que nous appartenons à une fondation qui a pour objectif principal de favoriser le développement de la recherche, le développement scientifique et le développement de l'éducation. Et donc nous investissons depuis de très nombreuses années plus de 15% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement, et on voit bien à quel point cela est important. Nous déposons plus de 2 brevets par jour. Dans le domaine de l'ophtalmologie, nous accompagnons les patients dans tout leur parcours à travers du matériel de diagnostic que nous mettons à disposition des médecins, des microscopes chirurgicaux numérisés, des implants intraoculaires et également des verres de lunettes pour le quotidien. Et ce que l'on s'efforce à faire, c'est de donner tous les moyens aux praticiens pour faciliter leurs tâches, pour faciliter leur métier et arriver à soigner les personnes qui en ont le plus besoin. Et à ce titre, la formation des professionnels de santé est absolument essentielle, et c'est une des parties les plus essentielles de notre travail, de nos équipes, c'est d'accompagner les professionnels dans leur formation pour faire en sorte qu'ils arrivent à accomplir les miracles et tous les progrès qui sont nécessaires. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, Nicolas Serriès. Et enfin, Anne-Marie Le Messager est avec nous. Bonsoir, madame. Vous êtes l'éminente représentante du groupe VIVE, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Vous êtes partenaire de la soirée des visionnaires. Et donc une question très simple, pourquoi vous engagez-vous en faveur de l'autonomie des personnes vivant avec un déficit, pas forcément visuel, un déficit sensoriel? Alors, le groupe VIVE est d'abord très engagé en matière d'accessibilité des soins pour tous. Et dans le champ du handicap visuel, l'histoire des établissements et services est très importante en matière de handicap sensoriel, en particulier à l'Institut Montéclair d'Angers, mais aussi à l'APSA de Poitiers. C'est ensuite quand certains services ont été développés, notamment des centres basse vision, des centres régionaux basse vision qui ont d'abord été déployés à partir d'une initiative à Angers, qui a ensuite été déployée à Tours, à Poitiers, à Limoges et aussi à Paris avec la Fondation Sainte-Marie. Merci, madame. Merci pour eux, encore une fois. Et merci à vous, les donateurs, mécènes, philanthropes, qui témoignez de votre attachement au bien commun. C'est quasiment la fin de cette soirée. J'aimerais bien que notre ami Timothée Adolphe émette un mot de conclusion. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre présence ce soir. J'espère que vous avez découvert de belles choses. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans 5 mois et 5 jours pour mon entrée en lice au Stade de France. Oui. Pour les séries. Les séries et les demi-finales du 400 mètres avec la finale. Alors, ce ne sera pas ma rentrée, moi, ce sera ma fin de saison, mais le 1er septembre. Ouais. Et puis le 100 mètres, le 4 et le 5 septembre. Ce soir, on a aussi parlé de volonté, et il en faut, d'autant plus quand on est déficient visuel, pour faire avancer les choses.
En ce qui me concerne, moi, je me sens pas handicapé, simplement différent, et ça tombe bien, puisque la différence, pour moi, c'est la richesse du monde. Et c'est une richesse, et cette richesse, à nous d'en faire une force. Merci Timothée Adolphe. Merci Bonne à toi, chance, Elisabeth. cher guépard blanc, pour les Et à bientôt. Paralympiques. Et Caresse éperdu à Japlou. Dans un instant, le cocktail, où les porteurs de projets, les mécènes, tout le monde pourra échanger. Et avant cela, une artiste, elle s'appelle Alice et moi, elle est forcément merveilleuse vu son nom de scène. Elle vient de se produire à la Cigale. La voici. Merci à tous. Leur année du chien. On s'en va par là. Leur année du chien. C'est moi qui l'ai. Merci encore. Attention.